J'ai commencé pas très loin d'ici, de l'autre côté de la Seine. J'étais praticien attaché en maladies infectieuses à la PHP Saint-Antoine, parallèlement chef de projet pour les essais cliniques dans le VIH dans une unité INSERM à Paul-Brousse, à Villejuif, pour le compte de l'agence de recherche sur le sida. Et puis, en gardant l'activité clinique, j'ai signé dans la filiale française d'un laboratoire américain, médecin régional, directeur régional. Et j'ai atterri à l'assurance maladie en tant que médecin conseil sur le réseau. Et depuis quelques années, j'exerce au département des maladies chroniques de la Caisse nationale d'assurance maladie à Paris. Département des maladies chroniques qui a pour vocation de contribuer à optimiser l'architecture des programmes d'accompagnement de parcours de soins de maladies fréquentes. J'espère que vous avez toutes et tous vu les spots télé sur l'insuffisance cardiaque, c'est nous. Mais aussi nous intéresser et d'interagir avec les correspondants des filières dans le cadre de la sécurisation du parcours de soins des patients porteurs de pathologies rares. À ce titre, nous avons des échanges privilégiés avec l'une des 23 filières de maladies rares, qu'on appelle la filière G2M, c'est la filière des maladies héréditaires du métabolisme, simplement parce qu'une circulaire ministérielle fixe comme l'une des prérogatives de la CNAM d'avoir une prise en charge attentionnée de denrées alimentaires à des fins médicales spéciales qui sont capitales pour les patients porteurs de ces pathologies. Néanmoins, nous avons élargi récemment le spectre de nos activités et j'ai été amené en juin 2022 à faire la connaissance de Sophie Bernstein de Bénédicte Belloir pour des cas très ponctuels de difficultés de prise en charge de thérapeutique hors AMM pour le coup, d'un ou deux patients pris en charge dans la filière Brain Team. Et à cette occasion, nous avons échangé donc sur le périmètre respectif de nos implications et de nos engagements. Et j'ai donc été gentiment invité. Encore une fois, je vous remercie pour cette invitation. Alors pour ce premier topo devant vous, on va faire assez général, c'est-à-dire brosser très rapidement en 10-15 minutes l'implication de l'assurance maladie dans l'accompagnement des patients porteurs d'une maladie rare du système nerveux central. Alors cette implication, elle est multiple. Alors je suis entre deux âges, c'est-à-dire que les lunettes de près et les lunettes de loin, je peux pas, donc je vais faire comme ça, je suis désolé. La première de ces dimensions, c'est la prise en charge des soins de ville. Bon, voilà. Médecins généralistes, médecins spécialistes, les paramédicaux, plateaux techniques, tout ça, effectivement, c'est prise en charge pour les patients atteints de maladies rares. Et puis aussi, la prise en charge des soins hospitaliers. C'est capital, effectivement, pour les patients que vous suivez au quotidien. Et notamment l'inscription dans les filières, dans les centres de référence, dans les centres de compétences. Mais aussi une garantie des droits et de l'accès aux soins, la LD, la complémentaire santé solidaire, ce qu'on appelait avant la CMUC ou la CS. Et puis l'implication du service social. J'en profite pour féliciter la filière pour tout le travail d'accompagnement médico-social dont j'ai pris connaissance ce matin lors d'une des présentations. C'est absolument remarquable en termes d'architecture. Je pense qu'effectivement, c'est un pan de la prise en charge qui est capital pour ces patients. Et puis, c'est aussi pour l'assurance maladie, l'accompagnement via des revenus de substitution, les indemnités journalières, et puis la pension d'invalidité avant l'âge de mise à la retraite. Je ne parle pas de retraite. Et puis les actions de prévention, qui là aussi sont un enjeu très fort chez ces patients porteurs de maladies rares. Le dépistage des cancers, la sécurisation de la vaccination, l'accompagnement d'une éventuelle désinsertion professionnelle, car nombre de ces patients sont en âge d'exercer une activité professionnelle et on doit tout faire pour les maintenir en situation de maintien d'activité professionnelle. Alors aujourd'hui, j'oublie évidemment les informations et les démarches, le site amélie.fr, le site institutionnel, mine d'informations, tant pour les professionnels de santé que pour les patients. C'est un site extrêmement riche. Et puis, aujourd'hui, c'est mon espace santé numérique qui devrait permettre de faciliter le dialogue entre le soigné et les soignants par l'intermédiaire d'un outil interopérable. Alors aujourd'hui, j'ai choisi d'axer la présentation sur un des éléments qui n'est probablement pas le plus palpitant dans la prise en charge des patients de la filière Brain Team, mais il est absolument capital et incontournable, c'est le 100%. Alors le 100%, vous avez un exemple à gauche de 100% classique tel qu'on le voit à l'hôpital. Vous savez que sur ce document, on remplit la pathologie, les manifestations, le potentiel de sévérité, les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge, les examens complémentaires nécessités par le suivi, puis la thérapeutique. Le médecin transmet le document à son patient, qui va le déposer dans la boîte aux lettres de la caisse de sécu, et c'est le médecin conseil du réseau de l'assurance maladie qui, en fonction de la pathologie, du panier de soins, va valider ou pas.
Quand j'étais de l'autre côté de la Seine, à l'hôpital, le 100%, c'était clairement pas le truc qui me passionnait. J'avais tendance à les remplir assez vite, voire même de le pré-remplir et puis de demander au patient d'aller voir son médecin de ville, le fameux médecin traitant, pour qu'il le complète. Parce qu'évidemment, tous les patients qu'on suit ont soit une maladie chronique, soit une maladie grave, soit les deux. Donc le 100% pour nous, c'est la base, quoi. Ça devrait être automatique. Et puis quand j'ai signé pour l'assurance maladie, ben, je me suis rendu compte qu'il y avait un cadre réglementaire derrière. Et là, effectivement, ça complexifie un peu la donne et ça rend compte, notamment, de la complexité que peut revêtir la complétude correcte, entre guillemets, d'un protocole de 100%. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, en gros, il y a 3 cadres pour le 100%. Les 30 maladies. L'ALD numéro 1, c'est l'accident vasculaire cérébral. L'ALD numéro 30, les cancers solides, les pathologies tumorales et hématopoïétiques. Bon, un patient qui est atteint de diabète, un patient qui a une insuffisance cardiaque, un patient qui a un cancer, son 100% il est quasiment automatique aujourd'hui. Donc que le protocole de soins soit bien rempli ou pas, à la limite ça passera. Pas de souci. Par contre, le deuxième type d'ALD, qu'on appelle l'ALD hors liste, l'ALD 31, là le périmètre de prise en charge n'est absolument pas fixé. Moi j'en avais pas connaissance de ça avant de signer à l'assurance maladie. Et donc, ce qui compte, c'est de faire apparaître sur le document le potentiel de sévérité de la maladie, son potentiel évolutif, la thérapeutique qu'il va être nécessaire d'administrer au patient, qui est parfois très lourde, et tout le protocole de prise en charge clinique et paraclinique qui va être adossé et qui va baliser le parcours de soins. Parce que ce sont ces éléments dont va avoir besoin le médecin conseil pour valider ou pas la décision. Alors pourquoi je vous en parle? Parce que les 100% aujourd'hui, ils sont gérés directement par les médecins conseils du réseau. Vous avez les caisses primaires d'affiliation de vos patients, en fonction de leur lieu de domiciliation, et à chaque caisse primaire, vous avez un service médical qui est rattaché, parfois un peu éloigné géographiquement, et c'est le médecin conseil de ce service médical local qui valide les 100%, en fonction de la qualité des renseignements qui sont portés. Alors pourquoi c'est important? Parce que les maladies rares, bien souvent, ne rentrent pas dans le périmètre de cette liste fermée des 30 maladies. Et comme elles sont rares, la qualité de formation des médecins conseils, bon, elle est variable, hein, comme la qualité de formation de n'importe quel professionnel de santé, et bien sûr, ces maladies rares, effectivement, elles se retrouvent parfois en difficulté. Alors une fois que j'ai dit ça, on va parler un petit peu volumétrie, ça va me permettre de rebondir sur la présentation de Sophie ce matin avec les données de volumétrie, les données de fil active que vous aviez au sein de la filière Brain Team via la base nationale des maladies rares, la BNDMR. Alors moi aussi je suis allé voir sur la BNDMR, mais j'ai aussi sollicité un statisticien de notre équipe au département de maladies chroniques de la CNAM, monsieur Emmanuel Ernoux, que je remercie parce que je l'ai fait bosser sur un champ pathologique qu'il ne connaît pas du tout. Première étape, je me suis renseigné, je suis allé sur le site de la filière Brain Team, il est remarquable votre site internet. Toutes les pathologies sont listées, alors pour moi c'était royal. Alors il y a certaines pathologies que je connais parce qu'il y a un overlap avec certaines autres pathologies prises en charge dans d'autres filières maladies rares, notamment les leucodystrophies, on va y revenir. Mais du coup j'avais toute la liste des pathologies, c'est impressionnant. Et puis, donc, du coup, j'ai demandé à notre statisticien de forer dans le système national des données de santé, ce qu'on appelle le SNDS, c'est la base de l'assurance maladie, pour voir un petit peu ce que nous pouvions extraire comme données. Alors, première question, un petit prérequis nécessaire sur la base de l'assurance maladie. Comment dénombre-t-on aujourd'hui le nombre de patients porteurs d'une maladie chronique potentiellement sévère? Le plus souvent, on va aller les cibler par leur 100%, par leur ALD. On l'a vu, l'ALD numéro 30, c'est le cancer. On va aller chercher le nombre de patients porteurs d'un cancer et il y a un code SIM, un code pathologie, qui va nous permettre de savoir quel est le type de cancer qui a généré la prise en charge à 100%. Est-ce qu'il existe d'autres moyens de dénombrer ces patients hors critères ALD? Oui, il en existe quand on a des traitements spécifiques, des traitements dits traceurs. Le VIH, une multithérapie, c'est un traitement traceur. Les traitements de l'hépatite C, c'est un traitement traceur. Donc on sait que si un patient, même s'il n'a pas le 100%, s'il a tel médicament, il a telle maladie. Et ça, c'est un écueil lorsqu'on s'intéresse aux patients porteurs d'une maladie rare. Il n'y a pas de traitement spécifique,
on est souvent dans le hors AMM, je reformule, on est parfois, j'évite les objections, on est parfois dans le hors AMM, pour madame de la NSM, et du coup c'est plus complexe. Alors on peut aussi les repérer par l'intermédiaire des séjours hospitaliers. Alors finalement la base de données de l'assurance maladie est-elle une base clinique? Alors pour des cliniciens comme nous, enfin comme moi, moi j'aimerais bien, mais c'est pas le cas, je m'en suis rendu compte. Non, ça n'est pas une base clinique, ça n'est pas non plus une base épidémiologique, quoique, sur certaines pathologies, on arrive quand même à reconstituer des effectifs qui s'approchent assez près des données épidémiologiques, mais c'est une base médico-administrative. Tout ceci est une mention de précaution au regard des effectifs que je vais vous présenter sur la diapositive suivante. Parce que lorsqu'on s'intéresse au parcours de soins de patients atteints de maladies rares, il faut toujours garder en tête qu'on présente des chiffres, mais que derrière ces chiffres, il y a des patients, et que je ne peux pas vous confirmer à tout coup que le phénotype des pathologies que je vais vous présenter colle absolument à l'intégralité des patients que vous suivez au sein des centres de référence et de compétences. Alors, une petite flèche croissante pour matérialiser les effectifs croissants. Donc, on a regardé avec notre statisticien et dans la base de données de l'assurance maladie, on a repéré à peu près 40 patients qui étaient porteurs d'un syndrome neurologique paranéoplasique ou d'encéphalopathie auto-immune. On a repéré à peu près 800 patients qui étaient pris en charge à 100% pour des dystonies ou des mouvements anormaux. On fait rentrer là-dedans le syndrome de l'OMRL, les dyskinésies paroxystiques notamment, kinésie génique. Le syndrome de Gilles de la Tourette, à peu près 900 patients. Alors ce sera intéressant d'échanger après, parce que vous pourrez nous dire, vous, les experts, si vous avez la notion de ces chiffres, s'ils vous paraissent très éloignés de ce que vous avez. Alors sachant que, comme je vous l'ai dit, j'échange avec d'autres filières, notamment les filières amylose. J'ai présenté ce même type de data à nos correspondants nationaux experts des différentes amyloses. Ils étaient effectivement assez scotchés du différentiel entre les chiffres qu'on peut avoir dans la BNDMR et des chiffres qu'on peut avoir, nous, dans la base de l'assurance maladie. Parce que tous les patients ne sont pas, malheureusement, pas suivis dans les centres de référence ou les centres de compétences. Et pour ces patients-là, la BNDMR n'est pas remplie. C'est ça où on peut avoir un travail commun de rapprochement des bases. Pas dans un objectif de science pour faire de la science, mais dans un objectif d'inscrire les patients de façon durable dans les filières de soins. Les démences rares, démence frontotemporale, paralysie supranucléaire progressive, aphasie primaire progressive, on a repéré, entre guillemets, entre 300 à plusieurs milliers de patients. Mais attention, la qualité du codage de la maladie peut être très variable d'une région à l'autre, d'un échelon local à l'autre. Voilà. Parce que le clinicien qui saisit le 100%, qui remplit 100%, ne propose pas de code SIM. C'est le médecin conseil qui va saisir le code SIM. Alors on a des référentiels, hein, mais bon. Les maladies inflammatoires rares du cerveau et de la moelle épinière, on commence à avoir des effectifs qui dépassent le millier de patients. On a repéré dans la base à peu près 1000 à 2000 patients qui seraient porteurs d'une myélite transverse. Une myélite transverse, je ne sais pas beaucoup. Hein. Surtout des encéphalites, pardon, des encéphalomyélites chroniques. Et puis des accumulations intracérébrales de fer, les atrophies multisystématisées, l'atteinte des noyaux gris centraux très, très rares. J'ai regroupé ces données. On atteint à peu près 2000 patients. Les leucodystrophies. Alors, les leucodystrophies, nous, on les voit et on centralise la prise en charge à 100% au sein d'une cellule spécifique de la CNAM, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc on est assez robuste sur nos chiffres. Les leucodystrophies, qu'elles soient dues... Oups, j'ai un problème de... Voilà. Les leucodystrophies, qu'elles soient dues à une atteinte peroxysomale, lysosomale, on les top parce qu'on travaille avec nos experts de la filière des maladies héréditaires du métabolisme. S'il s'agit d'une leucodystrophie cavitaire ou d'une leucodystrophie hypomyélinisante, hors, entre guillemets, anomalie héréditaire du métabolisme, là par contre, ce n'est pas nous qui centralisons les 100%, et donc, comme le disait tout à l'heure le professeur Verny, le périmètre du diagnostic n'étant pas forcément confirmé pour l'ensemble des leucodystrophies, on a parfois des 100% accordés sur les bases de suspicion. Bon, c'est pas dramatique en soi. L'essentiel, c'est que le patient soit bien pris en charge. Le Huntington, 3500 patients. Alors là, quand je regarde avec les chiffres de la BNDMR, on n'est pas très très loin. Donc, il n'y a pas de point d'interrogation parce que je pense que le chiffre est fiable. Les ataxies par aparasie spastique, exemple les ataxies cérébellogénétiques, elles sont autosomiques ou récessives, autosomiques dominantes ou récessives, pardon. On est à peu près à 9000 patients. Là, je pense qu'on pêche par excès. Je pense qu'il y a des ataxies, des paraparésies post-AVC qui sont malheureusement codées de façon impropre, qui pourraient expliquer des effectifs un peu importants. Les narcolepsies, là, narcolepsie et hypersomnie rare, hein. 17 000 patients, ça fait beaucoup. BNDMR, narcolepsie, 2500 patients.
Alors là, je triche un peu. C'était pour vous faire réagir, parce que là, on est en postprandial, donc il faut relancer la mécanique. Mais vous allez voir sur la diapo d'après, on a affiné un peu les chiffres. Et puis les maladies vasculaires rares du cerveau et de la rétine. Alors là, on a un package assez global. Cavernome héréditaire, thrombose veineuse cérébrale, hémangioblastome. Là, vous avez très probablement sur le codage, et c'est pour ça que j'ai mis 3 points d'interrogation, vous avez très probablement les thromboses veineuses cérébrales classiques, qui n'ont rien à voir avec les maladies rares, mais elles sont saisies comme ça, il y a une prise en charge à 100%. C'est le problème de la classification CIM10 aujourd'hui. Alors on va évoluer vers la CIM11 nous aussi, mais elle est parfois assez grossière en termes de qualité informationnelle. Oups. Oui, alors surtout, ce qui compte, c'est ça. C'est que les effectifs, non seulement ne sont pas exhaustifs, mais encore une fois, ils sont peut-être approximatifs. Ne vous dites pas qu'il y a une épidémie de patients narcoleptiques en France, voilà, qui sont hors. C'est possible, hein, c'est possible, mais bon. Alors, on a regardé ce que donnait, quel était le type de prise en charge à 100% pour les pathologies pour lesquelles on est à peu près certain des chiffres. Et encore une fois, on a matché, on a mis en perspective les chiffres de la base de l'assurance maladie avec les chiffres de la BNDMR. Donc on pense que le degré d'erreur, là, il est assez faible. Vous voyez que la maladie de Huntington, 3500 patients repérés par la LD, âge moyen 55 ans, je pense qu'on est... Oui, sur le plan... je vois ça me rassure, je vois des signes de tête plutôt positifs. Donc on est plutôt bien. Vous voyez que dans plus de 99% des cas, un patient porteur de Huntington en France, il va avoir son 100% dans la liste fermée. C'est bien. C'est-à-dire que le médecin n'a pas besoin d'écrire des tonnes de littérature. Corée de Huntington, bim, pris en charge 100%. Hop, réglé. Les narcolepsies, à l'inverse, dans 95% des cas, ça va basculer sur le traitement en hors liste. Le médecin conseil travaille sans filet. Connaît pas bien la maladie, connaît pas le degré de sévérité, le protocole est rempli un peu à l'arrache, parce qu'on consulte, on doit aller vite, donc on n'a pas mis le traitement, on n'a pas mis les différents acteurs, ça va être un refus. Et ce refus peut conduire à un défaut de prise en charge thérapeutique. Parce que dans certains cas sur la narcolepsie, nous serons sur du hors AMM, qui dit hors AMM dit facturation, et effectivement c'est quand même plus simple d'avoir une prise en charge globale, homogène, avec un 100% bien posé, une demande de hors AMM bien calibrée par un centre de REF avec une RCP, etc., qui remonte au national, c'est nous, de façon à ce que la prise en charge soit bien bordée. Mais pour ça, le prérequis quand même obligatoire, c'est quand même que le patient soit à 100%. D'où la nécessité de bien remplir les 100%. J'accélère parce que je vois le temps qui tourne. Vous voyez que les adrénoleucodystrophies, elles sont gérées par nous directement, cellule des maladies héréditaires du métabolisme à la CNAM. Dans plus de 95%, on les passe en liste. Et puis les paralysies supranucléaires progressives et syndrome apparenté, on a très peu de patients. On a retrouvé 100. Je ne sais pas si c'est assez révélateur de l'épidémiologie en France. Je pense qu'on sous-estime peut-être un peu. Là aussi, c'est du hors liste, pour le coup. Donc là aussi, c'est soumis à la qualité rédactionnelle. À une époque, on disait, le 100%, ça doit être rempli par le médecin traitant. Sinon, on refuse. Vous oubliez. On est revenu là-dessus, hein, c'est terminé ça. Un protocole de 100% aujourd'hui, s'il est rempli par le spécialiste, ça doit passer. On ne peut pas vous refuser un 100% avec le motif que le protocole n'a pas été rempli par un médecin traitant. Alors c'est mieux si elle cachait du médecin généraliste à côté, mais vous pouvez pré-remplir le truc, puis voilà. Alors je vais terminer. La modeste expérience que nous avons, nous, au département des maladies chroniques sur les maladies rares, évidemment, nous sommes bien loin d'être des experts comme vous, mais parmi les facteurs clés de la prise en charge optimale des patients pour lesquels nous avons dû intervenir auprès des caisses primaires, auprès des experts, des centres de référence, auprès des aidants des patients notamment, c'est qu'il faut qu'il y ait un médecin traitant déclaré. Dans une communication récente, le directeur général de la CNAM a rappelé le fait qu'il faut que tout patient ait un médecin traitant déclaré. Il y a à peu près 10%, 11% des patients français, des assurés français qui n'ont pas de médecin traitant. Alors, c'est pas grave si on a 30 ans et si on fait une angine de temps en temps. Mais quand on est porteur d'une maladie chronique, et a fortiori si c'est une maladie rare, il faut impérativement avoir un médecin traitant déclaré. Pourquoi? Parce que l'expérience montre que le premier relais de l'information, quand la maladie se déstabilise, c'est pas l'expert du centre de référence ou du centre de compétences. C'est le pharmacien d'officine et c'est le médecin généraliste. C'est lui le lanceur d'alerte. Alors on pourra effectivement échanger tout à l'heure.
Il y a un petit souci d'accessibilité, tout au moins dans certaines filières, qui sont parfois débordées, et il y a des circuits d'adressage rapide qui parfois sont un petit peu déficients. C'est pour ça qu'on insiste vraiment sur le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit le premier relais médical, et c'est toute l'importance du médecin traitant déclaré. Le deuxième point, c'est l'inscription du patient dans une filière de soins dédiée, vous l'avez évoqué ce matin, l'errance diagnostique, le retard au diagnostic, c'est une perte de chance pour le patient. Donc il faut impérativement qu'une fois que le diagnostic a été posé, le remarquable travail qui a été fait avec le Collège de la médecine générale sur la visibilité des 23 filières de soins et susciter la question « et si c'était une maladie rare ?» avec les outils que vous avez montrés, est une remarquable action de sensibilisation des acteurs de soins de premier recours. Troisième point, une bonne connaissance des enjeux de la pathologie par le patient, son entourage, les aidants et le médecin traitant. Capital, repérer les signes de décompensation de la maladie, éviter les éléments qui font décompenser la maladie. Et l'implication du médecin traitant, qui souvent est en difficulté avec ces pathologies. Et puis l'apport majeur des associations de patients, et je terminerai avec une prise en charge sociale, médico-sociale, qui a été rappelée ce matin, adaptée, et une ALD si elle est justifiée. Toute maladie rare ne justifie pas forcément d'une ALD. Mais sur ce qu'on a vu sur les diapositives précédentes, la plupart d'entre elles, quand même, devraient en bénéficier. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Nous contribuons chaque année à la lecture et à l'enrichissement du guide Orphanet Vivre avec une maladie rare en France au département des maladies chroniques. Et je suis ouvert à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre attention.